Bonjour, je suis Arié. Si je vous disais que cela existe. Un groupe de personnes cachées dans les jungles du nord-est de l'Inde qui, pendant des milliers d'années, ont chanté des chansons sur une ville qu'ils n'ont jamais vue. Des chansons sur Jérusalem, des chansons sur un fleuve Jourdain que leurs grands-parents n'ont jamais traversé. Vous penseriez probablement que c'est une légende. Mais ce qui se passe cette semaine dans les bureaux du gouvernement à Jérusalem n'est pas une légende. C'est une politique d'État, c'est un budget et c'est une course contre la montre. Le gouvernement israélien vient d'approuver une opération historique pour ramener chez eux les 5800 derniers membres de la communauté Béné Ménache avant l'année 2030. Et je veux que vous fassiez attention parce que cette histoire ne concerne pas seulement la migration. Il s'agit de la façon dont une identité a survécu. 2700 ans d'exil, sans internet, sans livres et sans rabbin. Aujourd'hui, nous allons démonter ce puzzle. Nous allons voir pourquoi Israël dépense des millions en ce moment. Que se passe-t-il vraiment en Inde qui oblige à ce sauvetage? Et, le plus important, les preuves. Comment sait-on qu'ils ne le sont pas? Des anthropologues qui ont déconcerté les rabbins? La réponse se trouve dans les détails que l'histoire a oubliés, mais qu'eux ont retenus. Allons droit au but. Commençons par ce qui vient d'être signé. Le cabinet israélien, avec le Premier ministre Netanyahou et le ministre de l'Alia et de la Migration, Ophir Sofer, ont donné leur feu vert à un plan sans précédent. Nous parlons d'un budget spécial, de pas moins de 90 millions de shekels. L'objectif, et c'est clair, est à une date limite. Faire venir toute la communauté restante des Bénei Manaché. 1200 personnes arriveront avant la fin de 2026 lors d'une première vague, et les 4600 restantes arriveront avant la fin de 2030. Maintenant, une précision essentielle pour comprendre l'ensemble de la situation. Ils ne seront pas les premiers. Au cours des 2 dernières décennies, grâce à des organisations privées, et à des permis spéciaux, quelques-uns étaient déjà arrivés en Israël. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont eu des enfants, on compte 4000 Bénei Manaché installés en Israël. Ainsi, il est possible que leurs enfants servent aujourd'hui dans les forces de défense d'Israël, car une communauté existe déjà ici. Mais ce qui change aujourd'hui, et c'est cela qui est historique, c'est qu'il ne s'agit plus de petits groupes arrivant au compte-gouttes. C'est l'État qui dit « Nous allons chercher tous ceux qui manquent ». Personne ne sera laissé pour compte. Ce furent justement les mots de Netanyahou. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi maintenant? Parce qu'il s'agit en réalité d'une mission de sauvetage. Je dois les mettre sur la carte, à l'état de Manipur dans le nord-est de l'Inde, à la frontière avec le Myanmar. Cette région est en feu, littéralement. Un conflit ethnique violent oppose la majorité Meitei à la minorité Kuki, le groupe tribal auquel appartiennent justement les Bénei Ménaché. Nous ne parlons pas de simples manifestations dans la rue, nous parlons de villages incendiés. Nous parlons de synagogues, de synagogues en Inde qui ont été brûlées et détruites par des foules violentes. Il y a des morts, il y a des déplacés et il y a une communauté juive prise entre deux feux. Le gouvernement israélien le sait. Et dans le communiqué officiel, même s'ils utilisent un langage assez diplomatique, ils mentionnent explicitement les tensions ethniques et la nécessité d'accélérer la réinstallation. Netanyahou a prononcé une phrase qui résume l'esprit de cette opération. Aucun de nos frères ne sera oublié. Donc, premier contexte, Israël évacue ses ressortissants d'une zone de guerre, mais c'est ici que l'histoire devient intéressante et fascinante. Et c'est là que je veux que vous ouvriez votre esprit un instant, parce que nous allons entrer dans le domaine de l'anthropologie et de la foi. Pendant des années, les sceptiques ont dit « c'est impossible ». 27 siècles se sont écoulés, soit 2700 ans depuis que les Assyriens ont exilé les 10 tribus du nord d'Israël, en 722 avant notre ère. Ils se sont mélangés, ils ont disparu. Ces agriculteurs de l'Inde ne peuvent pas être des Israélites. Génétiquement, c'est vrai, il est très difficile de retrouver la trace après tant de mariages mixtes pendant des millénaires. Mais lorsque les rabbins et les chercheurs, comme le rabbin Eliyahu Abihai, dans les années 80, sont arrivés dans ces villages reculés, ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang.
Ils n'ont pas trouvé de judaïsme, bien sûr, ils n'ont pas trouvé d'étoiles de David sur les portes, ni les célèbres Hanoukios, les candélabres à 8 branches. Et vous savez pourquoi ? Évidemment parce que lorsque leurs ancêtres ont été exilés, Hanouka n'avait pas encore eu lieu. Je parle de la Grande Guerre à l'histoire des Maccabées, qui s'est déroulée des siècles après qu'ils aient quitté Israël ou ayant été exilés d'Israël. Nous mentionnons explicitement toutes les tribus du nord d'Israël, y compris la tribu de Manassé, appelée en hébreu Manaché ou Ménaché. Ils ne connaissaient bon pas le Talmud, car le Talmud hébreu a été écrit 1000 ans après leur départ. Ce qu'ils ont trouvé était quelque chose de bien plus pur. Ils ont trouvé la Bible d'avant l'exil, figée dans le temps. Permettez-moi maintenant de faire une parenthèse, et nous continuons. Si vous aimez la musique, et en particulier si vous aimeriez écouter les psaumes du roi David chantés en hébreu et en espagnol, je vous invite à visiter la chaîne La Voix de Sion. Un beau projet créé par ma fille et ma femme qui devrait vous plaire. Bien sûr, abonnez-vous et partagez la chaîne avec ceux qui, selon vous, vont l'apprécier. Je vous assure que vous allez avoir une bonne surprise. Faites attention à ces 4 épreuves. D'abord, le sacrifice de la Pâque de Pessah, comme on l'appelle en hébreu, sans savoir que c'était la Pâque, qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque. Les prêtres du village accomplissaient un rituel spécifique une fois par an, au printemps. Ils prenaient un animal, le sacrifiaient et faisaient extrêmement attention, de façon obsessionnelle et méticuleuse, à ne casser aucun os de l'animal. Ça vous parle ? C'est familier dans le contexte biblique ? Bien sûr, c'est exactement l'instruction que l'on trouve dans les textes sacrés du Corban Pessah, le sacrifice de la Pâque dans le livre de l'Exode, Shemo. Ils ne savaient pas lire l'hébreu, mais ils savaient qu'au printemps, on accomplissait ce rituel. Deuxièmement, le chant de la mer Rouge. Ils ont une tradition orale, de vieilles chansons dans leur langue, le Mizokuki, qui ne parle ni de dieux hindous, ni d'esprits de la jungle. Ils parlent d'un peuple qui a traversé une mer qui s'est ouverte en deux. Ils parlent de frères appelés Manmazi. Linguistiquement, ils se sont rendus compte que Manmazi est la corruption phonétique de Manassé. Depuis des millénaires, ils s'appellent eux-mêmes, entre eux, les enfants de Manassé, dans leurs chants et dans leurs histoires. Troisièmement, le deuil et les vêtements. Ils ont des lois de deuil très spécifiques et des rituels de pureté familiale qui correspondent à la loi biblique. Leurs vêtements traditionnels ont des motifs et des franges aux 4 coins de leurs habits, ce qui correspond à l'ordre biblique de mettre des franges au bord des vêtements. Bien qu'ils ne connaissaient pas ce que nous appelons aujourd'hui les tzitzit modernes. La circoncision ES, est l'aspect le plus important. Bien qu'ils soient entourés de cultures asiatiques qui ne pratiquent pas la circoncision, les Béné Manassé ont maintenu cette pratique pendant des siècles. Ils le faisaient avant le 8e jour, comme l'ordonne la Torah, la loi de Moïse. Même lorsque c'était dangereux, même lorsqu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils le faisaient, car c'est ainsi que faisaient les pères de nos pères. Alors voilà, tout cela ne s'invente pas. Un groupe ne se réveille pas un jour dans la jungle indienne et décide de ne pas casser les os d'un animal au printemps et circoncire ses enfants le 8e jour, par hasard. Ce n'est rien d'autre que la mémoire musculaire d'un peuple. Ainsi, en 2005, le grand rabbin séfarade d'Israël, Shlomo Amar, a accompli un acte historique. Il a émis un avis les reconnaissant comme étant la semence d'Israël, la descendance d'Israël. Et il a dit textuellement: ils ne sont pas juifs, selon la loi rabbinique stricte. Aujourd'hui, la chaîne s'est rompue, mais ils ont sans doute des racines israélites. C'est pourquoi, en arrivant en Israël, ils passent par un processus de conversion pour se reconnecter formellement. Ce n'est pas une conversion de quelqu'un qui part de zéro, c'est un retour à la maison. Et à ce stade, il est impossible de ne pas se demander, est-ce un cas unique ? Sont-ils les seuls égarés à être revenus des célèbres tribus d'Israël ? La réponse est un non catégorique, et c'est ce qui valide encore plus cette histoire. Israël a déjà vécu cela il y a seulement quelques décennies, lorsque les Bêta Israël, comme on appelle les Juifs d'Éthiopie, ont été découverts.
Pendant des siècles, dans les montagnes d'Afrique, vivait une communauté noire qui respectait le Shabbat le samedi, c'est-à-dire qu'ils respectaient toutes les règles alimentaires, comme l'ordonnaient les Écritures, la Bible, et ils se considéraient comme des descendants de la tribu de Dan. Le monde se moquait jusqu'aux années 80 et 90, lors d'opérations secrètes dignes d'un film comme l'opération Salomon, qui est très célèbre. Israël a envoyé des avions jumbo et a sauvé des milliers d'entre eux lors de ponts aériens nocturnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 150 000 citoyens israéliens et il y a des cas encore bien plus mystérieux comme la tribu Lemba au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ils affirment aussi être israélites. Dans les années 90, la science s'en est mêlée. Des études génétiques ont révélé que leur clan sacerdotal, qu'ils appellent le clan Bouba, possède l'haplotype modal. Cohen, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque génétique spécifique que partagent les descendants d'Aaron, les prêtres juifs qui existent encore aujourd'hui. Ils ne se sont donc pas perdus en 2000 ans d'histoire. Au 1er siècle, ils apparaissent selon les écrits disponibles, et aujourd'hui encore, on sait qui ils sont. Donc il est très facile de détecter leur empreinte génétique. Alors, certains Africains du sud du continent ont le même acide désoxyribonucléique sacerdotal qu'un rabbin Cohen de Jérusalem. Donc non, les Béné Manaché ne sont pas une fantaisie isolée. Ils sont une pièce de plus dans un puzzle mondial qui se construit sous nos yeux. Les pièces perdues d'Israël réapparaissent. Revenons maintenant à 2025. Nous avons déjà compris qui ils sont, qu'ils ne sont pas les seuls et pourquoi il faut les faire sortir de l'Inde. Mais qu'est-ce qu'Israël va faire avec presque de nouvelles personnes ? C'est là qu'intervient la stratégie du Premier ministre Netanyahou et du ministre Zofer. Ils ne vont pas les emmener à Tel Aviv, ils ne vont pas les emmener à Eilat, au sud d'Israël, dans cette ville touristique paradisiaque. Le plan officiel mentionne Nof à Galil, et cela se trouve au nord. Je veux que vous visualisiez la carte d'Israël. La Galilée, c'est le nord. C'est une région magnifique, montagneuse, mais démographiquement complexe. Il y a d'importantes populations arabes, israéliennes, et c'est notre frontière avec le Liban et la Syrie. Depuis des années, il existe une politique nationale visant à judaïser la Galilée, ou plutôt à renforcer la présence juive là-bas. Les Bnei Manash ne sont pas des immigrants qui cherchent le confort d'un café à Tel Aviv. Ce sont des gens robustes, des gens de montagne, des travailleurs. Le gouvernement les considère comme le capital humain parfait pour renforcer le Nord. Et eux, ils sont plus que prêts et déjà bottés. En fait, les rapports indiquent que leur adaptation est étonnante. Leurs enfants, ceux qui sont nés dans des villages de bambou, portent aujourd'hui l'uniforme vert olive de la force de défense d'Israël. Il y a des soldats Bnei Manash en ce moment même à Gaza et à la frontière nord. L'un d'eux, Anog, a déclaré dans une interview « Nous faisons tout notre possible pour servir le pays et le Dieu d'Israël. Ils ne viennent pas pour recevoir des subventions, ils viennent prendre pour servir. Et cela, ici en Israël, ça vaut de l'or. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous pensent, et je serai honnête comme toujours. Harry, tout est rose. Ils arrivent et c'est tout. La réponse est un non catégorique. L'intégration est très difficile et compliquée. Imaginez le choc culturel. Ils viennent de zones rurales de l'Inde vers un pays de haute technologie, bruyant et cher comme Israël. Il y a déjà eu des problèmes dans le passé avec les premiers arrivés, des barrières linguistiques, des difficultés à trouver de bons emplois. Certains jeunes se sont sentis perdus, coincés entre deux mondes. Mais cette fois, le plan est différent. Le gouvernement a tiré des leçons du passé. L'opération débute maintenant après la signature de 2025 pour attirer les premiers en 2026. Elle supprime les intermédiaires privés tels que certaines organisations en Israël qui font venir les nouveaux migrants juifs du monde entier. Et elle place l'État directement aux commandes. Il y aura des centres d'absorption directe, des ULPAN, des cours d'hébreu prolongés et un accompagnement social pendant 15 ans. Israël ne veut pas seulement les faire venir, il veut qu'ils réussissent. Et moi, pour ma part, je voudrais vous laisser une réflexion. Nous vivons dans un monde cynique où les nouvelles évoquent mort, guerre et corruption. Mais ce que nous allons voir dans les 5 prochaines années, c'est un miracle biblique diffusé en direct. Nous allons voir des avions atterrir à Ben Gourion, nous allons voir des personnes âgées descendre et embrasser l'asphalte brûlant de Tel Aviv.
Ils pleureront car leurs grands-parents et arrière-grands-parents ont rêvé de ce moment dans les jungles de Manipur. Isaïe chapitre 43 dit « J'amènerai tes descendants de l'Orient ». Manipur se trouve à l'Orient, exactement à l'Orient. Israël ramène ses enfants perdus. Et ce faisant, il nous rappelle à tous pourquoi cet État existe. Non seulement pour se défendre, mais aussi pour être un foyer pour tous ceux qui portent cette étincelle d'identité, peu importe le temps qui s'est écoulé. Alors voilà, c'est l'analyse. Si vous avez aimé et que vous appréciez ce que nous faisons sur cette chaîne, alors je vous demande de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ne partez pas sans laisser un like et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'il y a d'autres tribus perdues qui attendent d'être découvertes ? La promesse est là. Je suis Harry depuis Israël. En voyant comment l'histoire s'écrit sous nos yeux, à bientôt.